Maëva, bonjour. Bonjour Elodie. Bonjour Maëva. Alors Maëva Men, tu es naturopathe, tu as été formée au Collège de naturopathie André Lafont, tu es également formatrice dans des écoles de naturopathie, tu es certifiée Omnes et aujourd'hui tu vas nous parler du lien entre l'index glycémique et la perte ou la prise de poids. En fait, il y a beaucoup de facteurs qui vont expliquer une prise de poids. On va retrouver des troubles digestifs, on va retrouver aussi des dérèglements hormonaux, le stress, le manque de sommeil, et puis bien sûr, il va y avoir l'alimentation. Alors, en matière d'alimentation, ce n'est pas nécessairement le gras qui va poser le plus de problèmes, en fait, c'est surtout le sucre. En fait, quand vous mangez un aliment sucré ou un glucide, eh bien, ces sucres vont passer dans le sang. Et plus un aliment a la capacité de faire monter le taux de sucre dans le sang, qu'on appelle la glycémie, eh bien, plus son index glycémique est élevé. Et en fait, quand la glycémie augmente, eh bien, le pancréas va sécréter de l'insuline pour la faire baisser. En fait, dans le tissu gras, on va retrouver des cellules de graisse qu'on appelle les adipocytes. Et ces cellules vont avoir une très forte sensibilité à l'insuline. En fait, elles vont permettre de réguler le taux de sucre dans le sang, du coup. En fait, ces adipocytes ont la capacité de stocker énormément d'énergie, de se remplir. Ce sont des cellules qui gonflent parce que chacun de ces adipocytes a des vacuoles. En fait, c'est des sortes de sacs cellulaires. Et ces adipocytes vont provenir de cellules précurseurs qui vont mûrir selon l'environnement cytokinique, c'est-à-dire selon les messages qui sont souvent d'ailleurs inflammatoires. Et en fait, une fois mature, eh bien, l'adipocyte va être outillé pour accomplir toutes ses fonctions. Et c'est aussi lui qui va sécréter l'hormone de la satiété, donc la leptine. Et dans l'adipocyte, l'énergie, elle est stockée sous forme de graisse, donc les triglycérides. Et ces triglycérides, ce sont des acides gras combinés au glycérol qui provient de la dégradation du glucose. Donc en fait, on parle encore une fois de sucre. Alors la prise de graisse, elle va se faire en plusieurs étapes. On va d'abord avoir un grossissement des adipocytes qui vont se remplir. Donc ça, c'est la phase d'hypertrophie. On a ensuite un recrutement de nouveaux adipocytes, puisque les premiers sont pleins et ils ne peuvent plus se remplir, donc on en recrute d'autres. Ça, c'est l'hyperplasie. Comme ces adipocytes sont remplis, ils vont sécréter des molécules inflammatoires, et on va se retrouver avec une inflammation, donc d'abord locale, et puis au niveau de tout le tissu adipeux. Et cette inflammation va finir par entraîner une fibrose du tissu adipeux. Ensuite, cette fibrose, elle va altérer la capacité d'extension du tissu adipeux. En fait, la fibrose, c'est comme une cicatrice, c'est vraiment du tissu cicatriciel. Et donc, les cellules de graisse ne pourront plus stocker les acides gras qui vont être envoyés vers d'autres tissus, alors notamment le foie, le pancréas, mais aussi les muscles et notamment le muscle cardiaque. Donc, l'inflammation, à ce moment-là, elle n'est plus seulement locale, elle est aussi systémique. Donc, à partir d'une maladie du tissu adipeux, on va se retrouver avec une maladie systémique de bas grade. Et à partir de cette maladie de système, on va progressivement arriver vers une insulinorésistance et donc, bien sûr, du diabète. Alors, au début, quand tout se passe bien, l'élévation de la glycémie, elle va être régulée par l'insuline qui est sécrétée par le pancréas. Et en fait, l'insuline, elle permet deux choses. Elle va permettre de faire entrer le sucre à l'intérieur des cellules musculaires et des cellules graisseuses, donc pour soit utiliser l'énergie, soit la stocker. Et aussi, elle va permettre de freiner la lipolyse, c'est-à-dire la dégradation des graisses. Donc, quand on a une diminution de la sensibilité à l'insuline, c'est d'abord au niveau musculaire que ça va se manifester. Et du coup, les messages de l'insuline n'est envoyé qu'aux adipocytes, ce qui va faire croître encore plus le tissu adipeux. Et c'est ce qui va aussi freiner encore plus la lipolyse et empêcher les adipocytes de se vider. Alors, évidemment, ça va avoir plusieurs conséquences. Donc, une prise de poids et la résistance à la perte de poids, mais aussi une inflammation qui va venir favoriser encore une fois l'insulinorésistance, qui va altérer le contrôle de la glycémie et puis qui va générer le phénomène de glycation. Les différentes sources de sucre. En fait, pour savoir quels aliments éviter, donc évidemment, il faut connaître ceux qui sont riches en sucre. Alors, cela, c'est assez facile, mais il y a aussi des aliments en sucre
qui sont riches pardon, en sucre caché. Donc, pour ceux qui ont un goût sucré, c'est facile. Donc, on va avoir le sucre, la confiture, les sodas, tout ce qui est dessert, viennoiserie, etc. Mais certains aliments n'ont pas de goût sucré. Et pourtant, ils font quand même exploser la glycémie. Alors là, on va retrouver le pain blanc, le pain de mie, le pain au lait, tout ce qui est aussi soufflé, donc les galettes de riz, les cracottes, etc. Et puis, on va avoir aussi un aliment qu'on aime bien, surtout quand il est rôti, c'est la pomme de terre. On va aussi avoir les édulcorants qui ne portent pas d'index glycémique en soi, mais par contre, ils agissent comme des produits sucrés. En fait, ils viennent leurrer l'organisme qui pense avoir affaire à du sucre. Et donc, il va augmenter sa sécrétion d'insuline pour se charger des édulcorants. Mais comme ils ne font pas monter la glycémie, l'insuline va générer une hypoglycémie puisqu'il n'y a plus de sucre à faire rentrer dans les cellules. Du coup, on va se retrouver à ce moment-là avec une hypoglycémie, un besoin irrépressible de manger et de manger surtout du sucre. Et on va se retrouver dans un phénomène, dans un cercle vicieux en fait, qui va favoriser la perte de poids. Donc, quand on est dans une hypoglycémie, vraiment le maître mot, c'est de ne pas culpabiliser parce que c'est quelque chose qui est vraiment irrépressible. C'est pour ça que ça va être intéressant de voir quels aliments vont favoriser ou non ces hypoglycémies. Les fibres, elles sont importantes parce qu'elles vont vraiment ralentir l'absorption des glucides. On peut le voir par exemple dans le pain, puisque un pain blanc va avoir la même quantité de glucides qu'un pain complet, et pourtant la présence de fibres dans le pain complet va faire en sorte que l'index glycémique du pain complet va être beaucoup plus faible que celui du pain blanc. Donc, quand on consomme du pain complet, il n'y a pas de pic de glycémie, il n'y a pas de pic d'insuline non plus. Il faut savoir qu'il y a deux types de fibres. On a d'un côté les fibres solubles et de l'autre les fibres insolubles. En fait, les fibres solubles, alors on va y retrouver les pectines, les gommes, les mucilages aussi. Et ces fibres, elles vont être détériorées par les bactéries de notre microbiote et elles vont être fermentées. On va les retrouver principalement dans les enveloppes des céréales, donc le son d'avoine par exemple, dans les graines de lin, les graines de chia, dans les oléagineux, dans les légumineuses aussi, dans certains fruits comme les pommes, les poires, les petits fruits rouges, etc. Et en fait, ces fibres, elles vont avoir plusieurs intérêts. Déjà, elles vont absorber beaucoup d'eau, elles vont donc ralentir la vidange gastrique. Elles vont aussi limiter l'index glycémique, forcément. Elles vont réduire le taux de cholestérol et le taux de triglycérides aussi. Elles sont plutôt rassasiantes. Et puis, elles vont favoriser le transit et l'évacuation des déchets. Et puis, de l'autre côté, on va avoir les fibres insolubles. Alors, dans les fibres insolubles, on a la cellulose, l'hémicellulose et les lignines. Et ces fibres-là, elles sont plus lentement dégradées par les bactéries. Donc, ces fibres, elles ne sont pas dissoutes par les intestins, elles fermentent moins bien. Elles vont aussi avoir un potentiel de gonflement qui est assez élevé et qui va permettre d'avoir des selles bien moulées. Elles accélèrent donc le transit intestinal, elles vont combattre la constipation et puis elles vont aussi diminuer des désagréments au niveau intestinaux, notamment tout ce qui est polypes, diverticules, voire même cancer. Donc ces fibres-là, on va les retrouver dans certaines céréales complètes, dans certains féculents aussi, enfin certains légumes comme les carottes, les concombres, le céleri, les tomates, etc. Et donc quand les fibres ne sont pas assez présentes dans l'alimentation, le transit ralentit et cette lenteur digestive va favoriser la synthèse de graisse, donc la lipogénèse. Ça va aussi favoriser l'inflammation et ce qui va majorer la prise de poids. Donc, si on doit retenir une seule chose de tout ça, c'est de fuir les produits raffinés parce qu'en fait, au fond, ils ne sont que des produits qui ont été sélectionnés et transformés par l'industrie agroalimentaire pour augmenter leur rendement, mais absolument pas pour augmenter notre santé, même si ces aliments étaient quand même sains à la base. Donc, il faut vraiment faire attention à ne pas détruire ces fibres, que ce soit au mixage ou encore à la cuisson par exemple. En fait, en fonction de votre terrain, de votre sensibilité intestinale aussi, vous allez pouvoir privilégier plus ou moins de crus, mais aussi évidemment des aliments cuits. Par contre, en ce qui concerne la cuisson des aliments, toutes les cuissons ne sont pas égales en termes de santé et il paraît que les aliments cuits à la vapeur douce sont quand même les aliments idéaux en termes de richesse en fibres et en micronutriments.
Donc, cuire vraiment les micro-ondes qui va dévitaliser les aliments, mais aussi les cuissons à haute température. Donc, tout ce qui est poêle très chaude, les fours très chauds, en plus, souvent, ce sont des cuissons longues aussi, les barbecues. Et en termes généraux, les cuissons qui durent longtemps. En fait, plus la température de la cuisson est haute, plus la cuisson est longue, et bien plus ça va générer des transformations chimiques dans l'aliment qui vont au final le dénaturer. Donc les cuissons à haute température, elles vont générer encore une fois des AGE, donc ces fameux produits de glycation avancés qui augmentent la résistance à l'insuline et l'obésité. Et on a pu observer des personnes qui utilisent plutôt des cuissons douces. En fait, elles vont présenter beaucoup moins de surpoids et de diabète. Alors qu'une forte consommation d'aliments transformés, cuits, stérilisés, va non seulement provoquer une hyperglycémie et une résistance à l'insuline, mais aussi un déséquilibre de la flore intestinale et la putréfaction des déchets alimentaires dans le côlon. Donc, ça va nourrir encore une fois le cercle vicieux entre l'inflammation et le stockage des graisses, etc., etc. En fait, le facteur émotionnel, je pense que c'est l'une des principales causes de surpoids. Ça va passer par plusieurs mécanismes qui vont se conforter entre eux. Donc, dans les grandes lignes, vraiment pour présenter dans les grandes lignes, on va avoir un facteur qui va être plutôt lié au cortisol et un facteur qui va plutôt être lié à la sérotonine. Quand il y a stress chronique, notamment, on va avoir une élévation du taux de cortisol qui va avoir un effet délétère à la fois sur le foie, sur le stockage des graisses et sur le tissu adipeux en général. En fait, le cortisol, il va activer des enzymes qu'on appelle les lipases et provoquer une lipolyse, donc la dégradation des graisses. Et cette dégradation va entraîner dans le plasma des graisses qui vont se relocaliser ensuite dans d'autres tissus et notamment dans le foie. En parallèle, le cortisol, il va aussi délivrer son message au niveau du foie. Il va dire, écoute, voilà, je suis dans un état de stress, donc il me faut de l'énergie pour me battre ou bien pour fuir. Donne-moi du sucre. Et à ce moment-là, le foie va libérer son glycogène. Donc, c'est une forme de glucose qui est stockée dans le foie, qui va augmenter la glycémie et donc la libération d'insuline. Et cette insuline va augmenter, encore une fois, le stockage des graisses au niveau des adipocètes. Et au niveau du tissu adipeux, le cortisol aussi va agir directement sur les adipocytes pour qu'ils sécrètent ce qu'on appelle des adipokines, qui sont des messagers pro-inflammatoires. Et on retrouve encore une fois notre cercle vicieux. Il y a aussi un autre mécanisme qui est peut-être pour moi encore plus important, c'est celui de la sérotonine. En fait, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, donc un messager qui permet à nos neurones de communiquer. Et elle va être fortement impliquée dans le moral, dans la gestion du stress, dans la prise de recul, mais aussi en fait dans la satiété, par exemple. Et quand elle est trop basse, elle va entraîner une baisse de morale, avec de l'irritabilité, avec de la susceptibilité, avec de l'intolérance aux frustrations et surtout des compulsions alimentaires. Donc en fait, une des causes les plus importantes à mon sens de la résistance à la perte de poids, c'est vraiment la perturbation au niveau des neurotransmetteurs, sachant que tout déficit en sérotonine va favoriser les grignotages et la prise de poids et d'autres comportements qui finalement sont plutôt délétères pour la santé. Donc la sérotonine, elle a aussi un très fort lien avec la santé intestinale, puisque en fait seulement 1% de la sérotonine se retrouve dans le cerveau, alors que 90% se retrouvent dans les cellules de l'intestin. À ce niveau, par exemple, elles vont servir à la bonne digestion, au mouvement de l'intestin, etc. En fait, elle est intimement liée à la santé intestinale, puisqu'elle est synthétisée aussi en grande partie par le microbiote. Et le cerveau, en fait, même tout l'organisme d'ailleurs, va très mal supporter une carence en sérotonine. Donc, tout sera mis en œuvre pour augmenter la synthèse de sérotonine. Alors, très basiquement, pour fabriquer de la sérotonine, il nous faut du tryptophane et du sucre. Et cette synthèse, elle va se faire surtout en fin d'après-midi, à partir de 16-17 heures jusqu'à 21h, 22 heures. Et c'est ce qui va expliquer pourquoi, en cas de carence en sérotonine, on va se sentir fatigué, on va se sentir plus sensible, moins serein, plus vulnérable aussi. Donc, notamment à partir de 16-17 heures, avec des fringales de sucre, avec des fringales de chocolat, qui peuvent être vraiment vécues comme de véritables pulsions qu'on n'arrive pas à contrôler. C'est normal. Et en fait, juste pour expliquer aussi un petit peu ce processus, c'est que l'insuline, elle va avoir un rôle qu'on n'a pas encore abordé.
c'est qu'elle va faire pénétrer dans les muscles les acides aminés dont ils ont besoin. Donc, on va retrouver la leucine, l'isoleucine et la valine. Et ces acides aminés, ce sont les principaux compétiteurs du tryptophane pour passer dans le cerveau. Donc, comme il rentre dans les muscles, il y en a moins dans le sang, et du coup, le tryptophane a la voie libre, et c'est ce qui va expliquer l'effet sédatif du sucre. Au niveau de l'alimentation, ça va être évidemment de privilégier une alimentation qui va être saine, équilibrée, de choisir des fruits et des légumes plutôt de saison parce qu'ils sont plus gorgés en minéraux et en vitamines, de consommer aussi suffisamment de protéines, alors notamment les légumineuses parce qu'elles sont aussi riches en fibres, les produits de la mer, les œufs, la viande blanche, le tofu, etc. Il faut noter aussi que les protéines, elles ont un effet rassasiant, donc ça peut être plutôt pas mal. Et puis, bien sûr, on va privilégier les aliments avec un faible index glycémique, donc les légumineuses toujours, les légumes verts, les oléagineux, les aliments complets en général, les graines germées, etc. On va aussi éviter les produits industriels qui ont été dégradés, raffinés, qui sont riches en sucre ajouté, qui sont riches en graisse aussi, donc tout ce qui est sauce, plats préparés, etc., on évite. Et je vais rajouter aussi un mot sur les produits laitiers. Donc le lait, le beurre, le fromage, en fait, le lait et ses dérivés, puisque ce sont des aliments qui, à la base, ont un index glycémique bas, sauf parfois pour les yaourts parce qu'il y a des sucres ajoutés, mais ils ont un index insulinique élevé. Ça veut dire qu'ils font monter l'insuline aussi fortement que le ferait un aliment qui a un fort index glycémique. Donc, dans les aliments à index glycémique élevé, on va trouver la plupart des féculents et des céréales, en particulier les pommes de terre, le blé, l'orge, l'épeautre, etc. Et dans les aliments à IG bas et moyen, on va plutôt avoir des aliments riches en fibres. Donc la patate douce, l'igname, le manioc, le petit épeautre, toutes les céréales complètes, le sarrasin, le quinoa, le teff, etc. Donc, la première des choses à faire, ce serait peut-être de remplacer les aliments industrialisés par des aliments frais, des produits bruts, et puis tout ce qui est raffiné par leur homologue complet. Et dans le cas des aliments complets, il faut, je pense, préférer quand même les aliments de qualité biologique pour éviter l'accumulation des pesticides dans leur enveloppe. Très bien. Merci beaucoup, Maëva. Merci, Elodie. À très bientôt. À bientôt.